Alors, bienvenue à cette 11e rencontre du Club virtuel de jardinage de l'ado. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur les fiches de culture des fines herbes. On va se concentrer aujourd'hui sur 6 fines herbes à peu près. Et puis, commençons sans plus attendre. Alors, premièrement, on a l'aneth. On la reconnaît par ses feuilles comme en petites brindilles, très souples, ou ses fleurs, comme vous pouvez voir, jaunes ici. L'aneth, ce qui est particulier avec elle, c'est que quand on la sème, on peut semer de différentes façons. Puis, premièrement, on peut faire des semis directs. Donc, on se rappelle, les semis directs, ça, c'est quand on le fait à l'extérieur. Et la meilleure façon, en fait, c'est le semis direct. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour l'aneth, vous pouvez faire des semis directs, donc exactement dehors, là, en mai, une fois que tout le risque de gel est passé. Et vous pouvez aussi le faire à l'intérieur. Mais il est recommandé de le faire en semi-direct parce que c'est une plante qui n'aime pas se faire déranger. Elle n'aime pas ça se faire rempoter. Alors, les racines sont délicates. Donc, vous pouvez aussi le partir en semi-intérieur. Puis, pour notre région ici, c'est en fin mars, début avril. Mais si vous voulez absolument la commencer à l'intérieur, il faut y aller très minutieusement lorsqu'on rempote. Donc, il y a parfois des plants qu'on peut juste prendre, puis là, étirer les racines, puis là, remettre en quelque part d'autre. Et non, il faut y aller très délicatement. C'est pour ça que c'est recommandé de le faire juste, par exemple, dehors de votre bac de culture, on met les graines et on attend que ça pousse. Mais si vous le faites à l'intérieur, donc vers la fin mars, pensez à l'acclimater avant et ensuite, vous pourrez la sortir au jardin en début mai. La germination va prendre 5 ou 7 jours. Donc, ça va prendre environ une semaine pour voir des petits germes qui sortent. Puis ensuite, le verre va commencer à apparaître, mais ça va prendre environ une semaine. Puis, lorsque vous avez les graines chez vous, c'est 3 à 5 ans la durée des graines. Alors, on voit ici dans l'image que vous pouvez recueillir les graines de votre aneth. Donc, soit vous en achetez en magasin, soit vous attendez que la fleur devienne brune et sec, et puis ensuite, vous pouvez les conserver. Puis, ça se garde de 3 à 5 ans et vous pouvez semer d'autres anettes plus tard. Alors, par rapport à l'espacement de l'aneth, quand on sème ça, c'est à quelle distance est-ce qu'on doit semer? Depuis les derniers cours, vous avez vu que différentes plantes ont besoin de différents espaces parce que s'ils sont trop collés, ils vont se faire compétition, ils vont s'étouffer, ils vont se battre pour la nourriture qui est dans le sol ou l'air va passer bien. Et puis, ça pourrait créer des moisissures. Donc, on ne veut pas ça. On veut que nos plantes soient bien aérées, qu'il y ait une belle circulation d'air. Alors, on doit toujours considérer, avant de mettre dans nos pots ou en pleine terre, on doit considérer l'espacement de chaque plante. Puis ça va être sur Internet ou sur votre petit paquet de graines. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller consulter sur Internet selon les variétés. Puis, pour l'aneth, j'ai trouvé un dessin ici assez intéressant. Puis, on voit exactement les deux façons là, de le semer. Comme vous pouvez le faire exactement à 15 cm l'un de l'autre parce que ça va pousser assez gros lorsque ça arrive à maturité. Mais aussi, vous pouvez semer très serré, puis y aller en cultivant ici et là. Donc, vous pouvez manger très jeune et cueillir ici et là, puis éventuellement, il va y avoir de moins en moins de plants entre. Donc, par exemple, vous avez semé beaucoup d'anettes, comme ça. Puis, il y a plein de petits plants partout. Vous pouvez vous assurer de garder, par exemple, un plant ici, 15 à 20 cm plus tard, un plant là, puis 15 à 20 cm plus tard, un plant là. Puis tous les petits plants qui sont entre,
vous pouvez les cueillir jeunes, les manger. Donc, ça, c'est éclaircir pendant la culture de pendant la croissance de vos plants qui sont distancés. Alors, elle se mange à 3 états, dans le fond. Elle se mange jeune, ce sont de jeunes feuilles, ou à pleine maturité, ou on peut manger les graines qui sont dans les fleurs. Donc, on peut les cuisiner, les moudre, donc les écraser, puis les utiliser dans des recettes. Puis, il est recommandé de faire des semis successifs parce que l'aneth, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut en faire environ toutes les 3-4 semaines et en avoir tout l'été, toute la saison. Alors, pour l'aneth, quels sont ses besoins? Eh bien, c'est une plante qui aime le soleil. Elle va tolérer la mi-ombre, mais son feuillage va être moins gros. Alors, vous allez voir, beaucoup de plantes aujourd'hui tolèrent la mi-ombre, vont être correctes si c'est un peu ombragé, mais ça fait des moins gros plants. Alors, ça, il faut y penser quand on cultive. Est-ce qu'on est sur un balcon où il fait très noir, ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil? Ça peut fonctionner, des fines herbes, par contre, ça va être plus petit. Puis, l'aneth, détail important, elle n'aime pas le gros vent. Donc, éventuellement, quand elle devient très grande, elle a besoin d'un tuteur pour éviter qu'elle se brise avec les coups de vent. Donc, lui donner un petit support, comme j'ai montré dans l'image ici, c'est idéal pour l'aneth. Pour ses besoins en eau, elle a besoin d'un sol qui est toujours très frais, puis bien arrosé, surtout durant les périodes de grande chaleur, parce que si elle a trop chaud, elle va tout de suite monter en graines et produire des graines. Alors, sur l'image ici, on voit que ça va faire une grande tige avec une fleur. Puis c'est ça qu'on veut éviter si on veut être capable de récolter beaucoup d'anettes plusieurs fois. Donc, éviter de lui donner trop chaud et de l'assécher. Pour ses besoins en nourriture, elle est moyennement gourmande. Un petit peu de compost lorsque vous faites votre semis. Donc, si vous faites ça dans un pot ou en pleine terre, vous pouvez mélanger un peu de compost et mettre vos petites graines. Puis, ajouter de l'engrais 1 à 2 fois durant la saison. Et si vous attendez à ce qu'elle arrive à pleine maturité, donc elle va devenir très grande, vous pouvez ensuite la récolter au complet. Mais sachez que si elle est arrivée à maturité et qu'elle a fait une fleur et des graines, le goût va changer. Alors, vous pouvez couper ici et là un peu de votre aneth. Son goût va être conservé, mais il va devenir très, très fort si vous attendez qu'il devienne très gros et qu'il fasse ses fleurs. Donc, le goût va être super fort. Ça dépend vraiment des préférences. Mais c'est un petit avertissement. Donc, si vous voulez recueillir vos graines, bien ici, dans l'image, on voit le petit monsieur, ou la petite personne, là, je ne sais pas qui, a pris un pot en vitre et frotte les petites têtes des fleurs et les graines tombent dans son pot en verre. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire ou vous pouvez prendre un sac de papier puis mettre la tête de la fleur dedans et ensuite, vous la coupez. Puis là, vous l'amenez chez vous. Puis ça l'évite de tout perdre vos petites graines au vent ou vos fleurs. Et ensuite, vous pouvez prendre votre petit sac brun, puis là, arriver chez vous et défaire les têtes des fleurs, puis conserver ça. Ou vous pouvez même ressemer. Donc, vous pouvez conserver ça pour l'année prochaine et vous aurez encore et encore de votre propre aneth. Alors, maintenant, est-ce que l'aneth, on peut faire ça en pot? Oui, ça se fait. C'est sûr qu'elle va réussir mieux en plein sol parce qu'elle ne veut absolument pas être sec. Donc, quand on fait ça dans un petit pot, ça a plus de risque de devenir sec. Il y a moins de terre, l'eau s'évapore plus rapidement, le terreau devient plus sec plus vite. Alors, en pleine terre, elle est plus heureuse. Et en pot, ça se peut qu'elle ait chaud. Donc, j'ai mis des petites flammes en dessous de mon dessin ici, pas pour vous dire qu'elle va brûler, mais ses racines vont être assoiffées. Alors, pensez-y.
selon vos possibilités. Puis si vous pouvez seulement le faire en pot, assurez-vous de bien arroser constamment. Un arrosage constant. Et lorsqu'on veut l'intégrer au jardin, comment on fait? Eh bien, on peut l'associer avec le concombre. Donc, c'est un bon compagnon du concombre. Et quand on dit compagnonnage, on pense une belle relation, donc ça apporte un support aux plantes. Puis aujourd'hui, on va voir toutes les fines herbes dont on va parler ont la capacité de repousser des insectes ou éloigner des maladies. Alors, vous allez voir aujourd'hui, les fines herbes, c'est ça leur beau plus. C'est un des atouts, un des avantages des fines herbes. C'est pour ça que c'est le fun d'en mettre un peu partout au jardin. Puis, on va voir aussi que vous pouvez en faire plusieurs fois durant la saison. Donc, une fois que vous l'avez tout mangé, vous pouvez en remettre au potager. Vous pouvez en semer. Pendant qu'il y en a une qui pousse, vous pouvez en semer d'autres. Comme ça, vous n'en manquez jamais. Et donc, vous pouvez faire des successions. Les successions, comme on avait vu précédemment, c'est ça. C'est quand on est déjà en train d'en cultiver une, puis il y en a à côté qui pousse. Alors, on peut en refaire de la nette aux 3 semaines. Donc, 3 semaines s'écoulent. Par exemple, étape 1, on a semé de la nette. Ensuite, elle pousse. Puis là, 3 semaines plus tard, on en sème d'autres. Comme ça, il y en a toujours qui arrivent. Puis, jusqu'à la fin de la saison, on peut mettre de la nette dans nos recettes. Et puis, détail intriguant, la nette, souvent, va se ressemer toute seule. Parce que, bon, si elle arrive et monte en graines, ben, les petites graines au-dessus de la fleur, ça se peut qu'elle tombe à côté, puis il va se ressemer tout seul. Alors, pensez-y dans votre espacement. C'est sûr, ce n'est pas la fin du monde. Si vous aimez la nette, c'est presque le fun parce que le travail se fait, puis vous n'avez rien à faire. La nature s'en est occupée. Alors, si vous voulez éviter que votre aneth se ressème tout seul, vous pouvez récolter avant que la fleur sèche. Donc, on coupe la fleur et ça évite que les graines se promènent partout. Ou vous pouvez mettre du paillis autour de votre plant. Le paillis, on se rappelle, ça peut être de la paille, des feuilles de papier découpé. Ça peut être vraiment différentes choses, du bois raméal fragmenté, BRF. Un type de bois, pas du paillis de cèdre. Le cèdre, c'est acide, malheureusement. Donc, on peut mettre du paillis à la base du plant. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que ça aide à garder l'humidité. Puis on se rappelle, cette plante-là, elle aime ça être dans l'humidité. Donc, si elle devient sèche, là, pouf, elle va partir en graines et là, ça va se ressemer tout seul. Donc, ça, c'est 2 stratégies. On coupe ou on met du paillis. Et maintenant, le basilic, une grande vedette du jardin, mais aussi une grande diva. On va voir pourquoi. Donc, on peut semer à l'intérieur, commencer à l'intérieur vers la mi-mars, mi-avril. Puis, si vous voulez un plant très touffu, là, très dense, vous pouvez semer plusieurs graines, une à côté de l'autre, dans un petit pot. Il n'y a pas de problème. Donc, 3-4 graines, puis ça va vous faire un beau plant très touffu. Un pot de 10 cm de largeur, ça suffit. Et si vous semez plus tôt, donc début mars, ça se peut que vous ayez besoin de changer de pot une fois. Alors, d'habitude, le repiquage, changer de pot pour un plus grand, on peut se l'éviter. Mais si vous le commencez plus tôt dans la saison, vous allez devoir le changer une fois. Et on va parler plus tard de son type de racine. Donc, les graines de basilic ont besoin de lumière pour faire un petit germe. Donc, lorsque vous faites un semis de basilic, couvrez-le pas avec de la terre. Vous pouvez simplement arroser avec un petit vaporisateur d'eau, puis l'exposer à une source de lumière, que ce soit le bord de fenêtre ou une lumière, là, une lampe de croissance qu'on achète au magasin, mais ce n'est pas nécessaire. Ça pourrait être
un bord de fenêtre aussi. Puis, la durée de vie des semences est de 2 à 5 ans. Donc, une fois que ça fait des fleurs, on peut recueillir les graines et ressemer la saison d'après. Puis, quels sont ses besoins? Alors, c'est une plante qui adore le soleil et la chaleur, puis n'aime pas le vent et n'aime pas le froid. Alors, c'est pour ça que je disais que c'est une diva, parce qu'elle a des caprices. Donc, si elle a trop de vent, elle ne va pas être heureuse, puis ça se peut qu'elle perde en énergie. Et elle n'aime pas le froid non plus. Donc, quand il commence à faire autour de -10, moins que 10, pardon. Oui, je me suis trompée dans mes notes. Donc, quand il commence à faire très froid, rentrez votre basilic à l'intérieur parce qu'il pourrait juste flétrir et mourir. Et donc, ses besoins en eau, arroser bien comme il faut en été, surtout durant les grandes chaleurs. Le manque d'eau pourrait la stresser. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une diva, elle est capricieuse. Si elle manque d'eau, pouf, elle va faire ses fleurs et ses graines, puis le goût change, mais aussi son énergie change. Donc, si on veut avoir un basilic qui pousse tout au long de la saison, bien, il faut s'assurer de respecter ces conditions-là pour pas qu'elle monte en fleurs. Et donc, un autre détail, évitez de mettre de l'eau sur ses feuilles parce qu'elle n'aime vraiment pas cela. Puis il y a des plantes qui peuvent le tolérer, mais le basilic ne peut pas tolérer l'eau sur ses feuilles. Et par la suite, ses besoins en nourriture, c'est quelque chose de très gourmand. Alors, ajoutez du compost quand vous plantez ça au jardin et vous pouvez mettre de l'engrais 2 fois durant la saison. Puis quand vous récoltez, on va voir ici, j'ai une image en bas. Comment est-ce qu'on récolte le basilic? Est-ce qu'on coupe le milieu d'une feuille? Est-ce qu'on coupe une tige? Non, effectivement, on va toujours y aller par le dessus. Ça l'aide beaucoup à ce que le plant devienne plus fourni. Alors, au lieu qu'il monte haut et plus faible, quand on coupe le dessus, on peut le mettre dans notre recette, dans notre salade, peu importe. Puis, on coupe une petite partie sur le dessus, sans exagérer. Et ce que ça l'aide à faire au plant, c'est qu'il va grandir sur le large plutôt qu'en hauteur. Alors, ça l'aide à faire un plant plus dodu, plus large. Et lorsque vous rempotez, faites attention aux racines, donc gardez-les le plus ensemble possible. Puis, une fois que le plant mesure 15 cm de haut, vous pouvez commencer à récolter. Alors, c'est là qu'on va utiliser la petite technique, prendre un ciseau et couper juste le dessus. Puis, à l'automne, lorsqu'il fait en dessous de 15 degrés, récoltez le plant. Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, dès que ça arrive dans les dizaines de degrés, là, le basilic, il a froid puis il n'aime vraiment pas ça. Alors, récoltez tout le plant quand c'est la fin de la saison. Faites un pesto, pourquoi pas. Et si vous attendez trop longtemps pour récolter le plant, quand les froids arrivent, ce que ça va faire, c'est que ça va changer le goût. Alors, on aime le basilic pour son goût très particulier. Puis, s'il y a froid, le goût va changer. Donc, idéalement, récoltez ça avant qu'il fasse autour de 15-10 degrés. Puis, si vous regardez ici, il y a un petit bonhomme qui fait une face triste. Ça, c'est parce que le basilic n'aime surtout pas être trop humide, comme exagérément humide. Alors, il se pourrait qu'il y ait une maladie particulière au basilic qui s'appelle la fusariose. F-U-S-A-R-I-O-S-E. C'est un nouveau mot pour moi. Et ça, c'est une maladie qui arrive lorsque on a trop arrosé notre basilic. On va voir qu'il y a des petits bouts bruns qui vont apparaître sur nos feuilles. Puis vu qu'on mange les feuilles, ben, c'est pas très appétissant de voir des taches brunes dessus et ça nuit à la santé de notre plant. Donc, comment on évite
cette maladie-là, c'est en assurant une bonne aération. Donc, on ne veut pas planter ça tout collé, étouffé par d'autres plants. C'est lui son espace pour que l'air passe bien et que la terre puisse sécher un peu parce qu'on ne veut jamais trop mouiller. Puis, si votre basilic est dehors à la pluie, ben là, ça peut devenir un bon environnement pour cette maladie-là. Alors, faites bien attention de ne pas trop arroser et le protéger de la pluie. Alors, on déplace le pot en quelque part où il ne pleut pas trop fort. Bon, alors, pour le basilic, est-ce que ça se fait en pot? Effectivement. Alors, c'est idéal parce que vous voulez garder son terreau très chaud. Donc, on l'a mentionné plus tôt, quand les plantes sont dans un pot, ils sont plus à risque d'avoir chaud et d'être asséchés. Donc, vu que le basilic ne veut pas être complètement inondé, aime ça être arrosé, bien sûr, mais jamais en excès. Donc, être dans un pot, c'est bénéfique pour le basilic. Puis, vous pouvez prendre un pot de 10 cm de profondeur et 20 cm de largeur. Puis, lorsqu'on l'intègre au jardin, comment on fait? Eh bien, on peut faire un beau compagnonnage avec les tomates. Alors, le basilic va éloigner une vilaine petite créature qui s'appelle le sphinx de la tomate. Ça pourrait avoir l'air d'une chenille vraiment mignonne, je l'avoue. Mais ça grignote nos tomates. Alors, ça va devenir un beau petit papillon gris, mais ça grignote nos choses. Alors, comment éviter le sphinx de la tomate? Vous pouvez mettre du basilic autour de vos tomates au jardin. Puis aussi, il va aider aux choux, aux aubergines, puis aux autres de la famille des courges, zucchini, compagnie. Et maintenant, pour la coriandre, ma préférée, eh bien, les semis extérieurs, donc directs, se font à la fin mai, une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas un gel qui revient. Début juin, c'est idéal. Puis, la germination va prendre 10 à 15 jours. Alors, soyez patients et patientes. Puis, les semis intérieurs, si vous voulez en faire, c'est en avril. Alors, vous pouvez définitivement en faire à l'intérieur d'avance. Par contre, sachez que la coriandre est aussi une de ces plantes qui n'aiment pas ça, se faire jouer dans les racines. Alors, si vous la rempotez, soyez très délicat avec elle, mais pour éviter d'avoir à faire très attention lorsque vous la changez de pot éventuellement, vous pouvez faire des semis directs au début des temps chauds. Donc, début juin, c'est parfait. Et puis, l'espacement. Alors, un peu comme la nette, vous pouvez récolter quand la plante devient très grande et mature, ou vous pouvez récolter pendant qu'elle est en train de pousser ici et là. Donc, ça va changer votre espacement. Alors, si vous voulez attendre que votre coriandre devienne bien grosse, vous pouvez préparer 15 cm entre vos plants. Puis, c'est une plante qui mûrit vite. Donc, elle va arriver à maturité rapidement. Elle va se faire des fleurs qu'on voit ici dans l'image. Donc, ce sont des fleurs blanches et les graines sont dans ces fleurs-là. Et puis, vous pouvez en semer souvent parce qu'elle arrive tellement vite à maturité que vous pouvez semer de la coriandre souvent et ainsi en manger toute la saison. Puis, la durée de vie des semences est de 2 à 3 ans. Donc, si vous récoltez vous-même vos graines de coriandre, une fois qu'elle a fait ses fleurs, ça se conserve 2 à 3 ans. Puis, quels sont ses besoins? Alors, c'est une plante qui pousse au soleil et tolère le premier gel d'automne. Mais après ça, elle va se fatiguer. Elle n'aime pas trop ça. Donc, par rapport à ses besoins en eau, c'est une plante moyennement assoiffée. Donc, vous avez toujours besoin d'arroser constamment pour garder le sol humide parce qu'elle a soif, mais elle n'aime pas être noyée. Donc, arrosez pas trop.
Et puis, pour ses besoins en nourriture, c'est un peu comme les autres plantes d'aujourd'hui, donc moyennement gourmand. Puis, vous pouvez ajouter du compost au début de la saison. Ça la soutient pendant une bonne période. Puis, vous pouvez ensuite utiliser du fumier de poule, mais pas trop, parce que pour la coriandre, si vous en utilisez trop, le goût de ses feuilles va changer. Puis parce que c'est quelque chose qu'on cultive pour manger ses feuilles, on ne veut pas altérer son goût délicieux. Donc, pas trop de fumier de poule autour de votre coriandre. Puis, pour conserver les graines, ce que vous pouvez faire, c'est laisser la plante fleurir. Elle va faire ses belles fleurs, comme sur l'image ici. Et puis, une fois que ça sèche, vous récoltez. Mais, ne récoltez pas trop, parce que si, admettons, vous récoltez une partie des fleurs, ça peut la stresser. Et puis, il se pourrait qu'elle dise « OK, j'abandonne ». Puis là, elle va faire tout plein de fleurs, puis son énergie s'en va. Alors, lorsque vous cueillez les fleurs, un petit peu, par modération, c'est meilleur. Et par rapport à la culture en pot. Donc, elle n'aime pas ça être en pot. Il y a un plus grand risque élevé de chaleur pour elle. Et c'est ça qui va faire qu'elle va partir en graines. Mais ça se fait définitivement en pot. C'est juste qu'il faut surveiller l'humidité du terreau. Puis, ça n'a pas besoin de pot très profond. Donc, ça, c'est un avantage quand vous avez des petits espaces. Et ça a juste besoin de 5 à 10 cm de creux, puis 20 cm de large. Et donc, on voit ici de la coriandre bien touffue en pleine terre. Elle est très heureuse en pleine terre. C'est sûr que ça se fait en pot aussi si vous n'avez pas un jardin au sol. Mais c'est ça, si c'est en pot, arrosez bien comme il faut. Et donc, comment est-ce qu'on cueille la coriandre? En coupant quelques tiges par le haut comme ceci. Et puis, quand on veut l'intégrer au jardin, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est super pour éloigner les ravageurs des carottes, des panais. Donc, c'est comme une grosse carotte blanche, là. Ça goûte différent. Et le céleri. Donc, on peut mettre de la coriandre à côté de ces 3 légumes-là, puis ils vont être très heureux ensemble. Et même que les légumes vont être protégés de certains ravageurs. Et c'est une plante qui arrive à maturité en 20 à 45 jours. Alors, vous pouvez faire des semis successifs. Donc, comme j'avais mentionné plus tôt, il y en a une déjà qui est en train de pousser au jardin, mais vous semez environ à chaque 3 semaines, puis vous pouvez avoir de la coriandre à manger toute la saison. Et on se rappelle, elle n'aime pas le froid. Donc, elle peut arriver jusqu'au premier gel d'automne. Elle va le tolérer, mais après ça, c'est la fin. Alors, premier gel d'automne arrive, c'est le temps de récolter la coriandre au complet. Et donc, maintenant pour le persil. Donc, c'est une germination très lente. Alors, si vous essayez de faire du persil chez vous, puis qu'il n'y a rien qui sort, ne vous désespérez pas. C'est juste que ça prend du temps. Vous pouvez pré-tremper vos graines, donc une journée d'avant, puis ça va aider au semis à se faire, à la germination à se faire. Donc, vous pouvez faire un semis direct de persil. Admettons que vous avez un bac de culture ou un pot. Vous pouvez juste le mettre déjà, vous avez pré-trempé vos graines et ensuite, vous pouvez semer, puis ça va aider au processus. Si vous faites un semis intérieur, il est recommandé d'utiliser un dôme. Donc, par exemple, ces graines-là n'auront pas été pré-trempées, mais parce que c'est fait à l'intérieur, vous pouvez juste mettre un dôme dessus qui est comme une couverture de plastique. Et puis, ça va garder l'humidité et aider à la germination. Donc, lorsque vous faites un semis intérieur, vous pouvez les commencer en fin mars, début avril et rendu en mai,
vous pouvez le mettre au jardin. Puis, idéalement, mettre toute la motte ensemble au jardin parce que parfois, il y a très peu de racines sur un persil et il est recommandé de ne pas les séparer. Donc, on met toutes ensemble, on ne les sépare pas. Et ça va grossir environ de 20 cm de diamètre. Donc, pensez à espacer vos persils d'environ 10 à 12 cm entre chaque plant. Comme ça, ils vont avoir assez d'espace et d'aération. Puis, la durée de vie des semences est 2 à 4 ans. Alors, quand on cueille du persil, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe avec des ciseaux? Non, on ne coupe pas n'importe comment. On va y aller en coupant quelques petites tiges à la base. Parce que si on coupe juste les feuilles, c'est agressant pour le plant. Et maintenant, par rapport à ses besoins, c'est une plante qui aime énormément le soleil. Elle tolère la mi-ombre, mais comme plusieurs fines herbes, ça va faire un plant beaucoup moins gros. Alors, pensez-y lorsque vous installez ça au jardin. Et elle peut tolérer de légers gels d'automne. Alors ça, c'est une bonne chose à savoir parce qu'on sait qu'on peut avoir du persil jusqu'à plus tard dans la saison. Et maintenant, ses besoins en eau. Alors, bien arroser, surtout en période de sécheresse. Et s'il pleut souvent, la plante n'a pas besoin de vous. Vous n'avez pas besoin d'arroser encore s'il pleut souvent. Donc, c'est à vérifier. Vous n'avez pas besoin d'arroser vous-même si elle est déjà exposée à beaucoup d'arrosage naturel. Et puis, ses besoins en nourriture, c'est une plante quand même assez gourmande. Elle aime vraiment les sols riches. Et donc, vous pouvez mettre du fumier de poule 4 fois durant la saison. Donc, elle aime l'engrais. Ensuite, c'est une plante qui arrive à maturité en 80 jours et c'est une plante biannuelle. Donc, bisannuelle, bisannuelle, bisannuelle. Donc, c'est quelque chose qui va revenir la saison d'après, alors 2 ans, d'où là son nom, bisannuelle. Et vous pouvez récolter les graines la saison d'après. Donc, vous aurez un plant de persil une fois. La saison d'après, il va revenir. Et c'est là qu'il va faire ses graines. Puis, pensez à récolter votre persil régulièrement. Pour ceux qui en ont peut-être à la maison en ce moment, lorsque vous récoltez plusieurs fois ces branches, ces tiges, ça l'aide à produire encore plus. Alors, n'hésitez pas. Mais en même temps, on ne veut pas ravager le plant et tout couper. Par contre, couper souvent, ça permet une plus grande croissance. On peut manger les feuilles, les tiges. Donc, même le bout vert, là, souvent dans des recettes, on va imaginer, on va penser, on coupe juste les feuilles. Eh bien non, les tiges aussi, c'est comestible et c'est délicieux. Et même les racines. Donc, des fois, là, les gens sont genre, ah, pourquoi il y a des carottes blanches à côté, comme en dessous de mon persil? Ben non, c'est votre persil. Ça a une grosse, grosse racine et ça se mange. On peut l'inclure dans une soupe, c'est délicieux. Maintenant, pour la culture en pot, c'est quelque chose qui est très facile à faire en pot. Alors, c'est vraiment plaisant de le faire si vous avez un balcon. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez juste aller sur votre balcon, vous couper un peu de persil, puis ensuite aller retourner à votre recette. Ça, c'est un de mes petits plaisirs de jardinage. Et donc, ça a besoin de juste 15 cm de profondeur et 20 cm de largeur de pot. Et c'est quelque chose qui aime assez le compost. Donc, quand vous plantez ça, une part de compost, puis 4 parts de terreau. Et donc, comment est-ce qu'on l'intègre au jardin? Eh bien, important de se rappeler, évitez de les mettre à côté de plantes, de légumes et de fines herbes qui sont de la même famille que lui. Alors, on va éviter de mettre le persil à côté des carottes, du céleri, du fenouil, le panais, qui est comme une grosse racine, une grosse carotte blanche un peu, là. On va éviter aussi, à côté de l'aneth, le cerfeuil, puis la coriandre.
Et maintenant, le romarin, un autre de mes préférés. Comment est-ce qu'on sème ça? Eh bien, vous pouvez essayer de le partir en semis. Je sais qu'à l'ado, on a essayé, puis ils sont super minuscules encore aujourd'hui. C'est difficile de partir du romarin chez soi à partir de semences. C'est pas que vous avez fait des erreurs, c'est juste que c'est difficile comme plan. Partir des semis de romarin, c'est très difficile. Donc, ce qui est recommandé, c'est de l'acheter déjà mature en centre-jardin. Donc, acheter un pot avec un plant déjà adulte, là, assez gros, parce que quand il est petit, c'est pas le temps de récolter parce qu'il est encore en train d'essayer de se faire une santé. Alors, c'est préférable d'acheter un plant adulte si vous voulez en utiliser dans vos recettes cette année, par exemple. Une alternative au romarin, pour ne pas avoir à le faire en semis, puis c'est très difficile, vous pouvez aussi le prendre à partir de boutures. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a un plant de romarin adulte qui va très bien, vous pouvez couper, en lui demandant la permission, bien sûr, vous pouvez couper quelques petites branchailles sur le romarin de votre ami et faire des boutures. On va revenir tantôt sur le bouturage, ne vous inquiétez pas. Et alors, pour le romarin, donc, on va faire des semis intérieurs dès le mois d'avril. Puis, la germination va prendre 14 à 21 jours. Alors, on voit que c'est plus long. Là, je pense que c'est une des plus longues fines herbes que j'ai vues jusqu'à date. On attend que le germe sorte. C'est très long. Donc, une fois que ça l'a sorti, vous pouvez le transplanter dehors une fois que tout le risque de gel est passé parce que c'est une plante qui aime la chaleur. Alors, ça aime beaucoup le soleil. Et donc, ses besoins au niveau de la chaleur, dès que les températures arrivent autour de 10 degrés Celsius, c'est le temps de rentrer votre romarin à la maison. Alors, voilà votre avertissement de mettre votre romarin en pot parce que vous ne voulez pas que votre romarin meure et gèle dehors. Donc, si le plant a plusieurs années, oui, il peut survivre dehors. Donc, s'il est très âgé, fort et tout, on le protège bien en le couvrant avec des toiles, des pots. On peut vraiment protéger du froid et de la neige. Par contre, s'il est encore jeune, rentrez votre romarin à l'intérieur dès qu'il fait au moins 10 degrés. C'est ça. L'important, c'est juste de rentrer votre pot à l'intérieur quand il fait froid. Alors, c'est besoin en eau. Donc, n'arrosez pas trop parce que les racines pourraient pourrir. Alors, il va être content en pot parce que, comme on l'a mentionné tantôt, quand c'est dans un pot, il y a plus de chances que ça sèche rapidement. Donc, le romarin, tu sais, il vient de pays comme méditerranéens. Hein? Donc, on imagine les recettes dans lesquelles on trouve le romarin, puis c'est beaucoup des pays où il fait chaud. Alors, on ne veut pas trop humidifier les racines de notre romarin. Et pour ses besoins en nourriture, il est plus ou moins gourmand. On peut mettre un peu de compost lorsqu'on transplante. Et donc, c'est ça que j'avais oublié de vous dire tantôt. Par rapport au romarin, c'est une culture qui est difficile au début. Ça prend plusieurs années avant d'être capable de récolter pour en manger. Alors, lorsque vous avez un bébé plant, quand c'est sa première année, ce n'est pas le temps de lui couper des petits bouts pour le manger. Alors, c'est pour ça que c'est recommandé d'avoir un plant mature que vous achetez à votre centre jardin préféré. Et ça peut prendre jusqu'à 5 ans pour un plant d'être prêt à être récolté. Alors, ça, c'est quand on part de graines. Donc, si vous le partez chez vous, par exemple, à la dose qu'on a faite cette année, c'est qu'on a parti, il y en a 2 qui ont fonctionné. On en avait fait peut-être 5, puis il y en a 2 que la petite pousse de romarin a sorti. Et donc, on ne va pas en manger cette année du romarin. En tout cas, pas de ces plants-là. Alors, ça va prendre 5 ans pour que le plant soit prêt. Et donc, si vous le partez à partir de boutures, que je vais vous raconter bientôt, c'est 2 à 3 ans. Donc, si vous aimez beaucoup le romarin comme moi, achetez-vous un plant mature. Et donc, voilà, le bouturage. Qu'est-ce que c'est?
c'est une technique pour reproduire des plantes. Alors, pour le romarin, on peut le faire dans du terreau, on peut le faire dans l'eau, mais le bouturage, c'est une technique qui s'utilise pour plusieurs plantes, pas juste les fines herbes, les plantes vertes de maison aussi. Selon la plante que c'est, il va y avoir plein de techniques différentes pour faire des petits bébés plantes. Alors, on coupe une certaine longueur et puis, selon la plante, on peut le faire soit directement dans le terreau ou dans l'eau en premier. Donc, ça dépend de quelle plante on parle. Pour le romarin, j'ai inclus une image ici. Si vous avez le goût de faire une bouture avec un romarin qui est déjà adulte, bien, ça serait de mettre de la terre dans votre pot, puis ensuite planter 3 à 4 boutures dans ce pot de terre-là, bien arrosé, aspergé, et on met comme une petite protection sur le dessus. Là. Donc, ça peut être une bouteille d'eau de Pepsi, par exemple, qu'on met sur le top. On a coupé le bas, bien sûr, puis ça fait comme un petit dôme. Donc, on les couvre. Puis là, c'est sûr, il y a une certaine période, il faut attendre pour que les racines se forment. Ça peut être 3 semaines. Donc, on a ici à côté une image. On voit un petit romarin que la personne a essayé de le faire dans l'eau. Alors, on voit un petit peu là à la base des racines qui sortent. Alors, ça dépend vraiment de ce que vous préférez faire. Vous pouvez faire l'expérience et essayer une des 2 techniques, dans le fond. Alors, comme je mentionnais tantôt, le basilic qu'on voit ici, le basilic aussi, vous pouvez faire des boutures et donc c'est le fun parce que vous avez des fines herbes à l'infini. Par exemple, vous avez semé du basilic, là ça vous fait un plant, vous pouvez couper plusieurs branches assez longues et repartir de nouveaux plants. Donc, à un moment donné, vous n'avez même plus besoin d'acheter des graines parce que votre basilic produit des graines, mais aussi, vous pouvez faire des boutures. Alors, la nature est très généreuse. Je n'arrêterai jamais de le répéter. Donc, c'est ça pour le bouturage. C'est une technique à privilégier lorsque vous voulez du romarin parce que c'est vraiment difficile à partir de petites graines. Et maintenant, le romarin. Est-ce qu'il est heureux en pot? Oui, très facile. Idéal même parce que, comme je l'ai dit tantôt, il n'aime pas ça avoir froid. Alors, lorsque les températures baissent, on le rentre à l'intérieur. Et surtout si on veut qu'il survive à l'hiver, hein, on le rentre à l'intérieur. Donc, le romarin aime avoir ses racines à l'étroit. Alors, il aime ça être un peu étouffé dans son pot. Là, donc, pas besoin de toujours changer la taille du pot. Il aime ça être à l'étroit. Vous pouvez prendre un pot de 30 cm de creux et 25 cm de large. Puis, il aime les mélanges pauvres. Donc, pas trop de compost. Là. On n'ajoute pas de compost quand on transplante ou change de pot notre romarin. Il aime le terreau pauvre. Et maintenant, quand on l'intègre au jardin, voilà. Il aide beaucoup les légumes. Il y a de nombreux légumes qui vont aider. Et puis, en fait, c'est qu'il va déranger plusieurs ravageurs. Donc, pensez aux limaces qui vont grignoter vos feuilles de légumes ou à la pierrite du chou qui est un vilain papillon. Ben, le romarin va chasser ces insectes-là. On a aussi les araignées rouges qu'on voit ici. Bon, là, j'ai pris une photo très large. C'est pas une grosse affaire qui marche, là. C'est tout petit sur des feuilles, même sur la photo, est-ce qu'on voit comme c'est sur une feuille, là? C'est vraiment minuscule, puis ça bouge vite. Puis, on peut souvent pas les voir au jardin, mais si vous vous approchez vraiment là, de plus près, c'est une petite bébite rouge qui a l'air un peu d'un crabe, mais ça s'appelle araignée rouge. Et le romarin aide à repousser ces bêtes-là. On a aussi le puceron, qu'on connaît bien, qui va se retrouver sur vos tomates, par exemple. Puis, le romarin peut aider à éloigner ces pestes-là. Et maintenant, c'est le dernier pour aujourd'hui.
Alors, on a le thym. Et donc, on peut les partir en semis intérieur début mars, début avril. Puis, les graines ont besoin de lumière pour germer, un peu comme le basilic. Et donc, on ne couvre pas lorsqu'on sème. On asperge le terreau d'eau, on met nos petites graines et ensuite on asperge encore le terreau d'eau et on attend que les germes sortent. Puis, c'est une germination lente. On va voir de 14 à 30 jours. Alors, ne perdez pas courage. Si votre thym prend du temps à sortir, c'est normal. Alors, comme le romarin, c'est difficile à partir de graines. Vous pouvez faire un bouturage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est plus facile que le semis. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a un bon gros thym chez lui, qui est en santé, pourquoi pas lui demander une petite branche ou deux. Et donc, si vous n'avez pas personne dans votre entourage qui a du thym, vous pouvez en acheter en centre-jardin et ainsi, vous pourrez en prendre pour vos recettes cette année-là. Mais c'est ça, ça prend 2 ans avant de pouvoir partir votre thym à partir d'une graine et le mettre dans une recette. On récolte juste après 2 ans. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai appris personnellement. Je ne savais pas que ça prenait autant de temps pour que le plant soit prêt. Et la durée de vie des semences, c'est de 1 an à 4 ans. Et donc, quels sont ses besoins? Eh bien, le thym aime beaucoup le soleil. Et donc, ses besoins en eau, c'est pas une plante qui a très, très soif. Alors, s'il pleut souvent, la job est faite pour vous. Ça résiste très bien à la sécheresse. Et donc, par rapport à ses besoins de nourriture, c'est une plante qui est plus ou moins gourmande. Donc, un peu de compost au début de la saison et ensuite, une fois du fumier de poule. Puis, détail important pour le thym, c'est qu'il n'aime pas la terre argileuse. Alors, vous vous rappelez peut-être, j'avais montré cette image-là plus tôt dans les rencontres. Puis, c'est que vous pouvez faire un test avec votre terre. Et si votre terre, ça fait une belle grosse saucisse, ça, c'est puis que ça se tient, tu sais, ça veut dire que votre terre est très argileuse. Si ça fait une bonne petite motte, votre terre est encore très argileuse, mais si ça fait comme des granouches, là, bien, ça veut dire que votre terre est plutôt sableuse. Alors, le thym, pardon, qui est très confortable dans un climat de sécheresse, va préférer être dans la terre sablonneuse plutôt qu'une terre très argileuse. Puis aussi, la terre très argileuse, ça retient beaucoup l'eau et c'est super, super archi riche. Donc, c'est pas un climat que le thym aime. Alors, parce qu'il aime ça quand même sec, avoir les pieds au sec, disons. Et c'est pour cela que c'est préférable de le faire en pot. Parce que comme ça, vous avez un contrôle sur le type de terre dans lequel il est. Puis, si votre terre chez vous, par exemple, que vous faites ça au sol, si c'est très argileux, puis la majorité des gens à Gatineau, c'est le cas parce que c'est le type de terre qu'on a, le type de sol sur lequel Gatineau est, eh bien, peut-être que votre thym ne va pas être heureux. Alors, c'est pour ça que c'est avantageux de le mettre en pot. Puis, vous aurez besoin de 15 cm de profondeur pour votre pot et 20 cm de largeur. Et donc, lorsqu'on l'intègre au jardin, et alors, pour le thym, c'est un excellent compagnon pour la famille des choux. Alors, on voit ici les choux mauves, choux rouges, choux de romanesco, qui est comme vert avec des pics, là. Super beau, très délicieux. Donc, c'est un ami des choux. Et si vous le laissez fleurir, eh bien, il va attirer les pollinisateurs. Et ça, c'est des invités au jardin qu'on veut. Alors, on pense aux papillons, à l'abeille, mais il y en a d'autres insectes pollinisateurs qui sont peut-être moins mignons que ces deux-là, mais sont très bénéfiques. Alors, on veut les attirer. Et donc, le thym peut nous aider avec ça. Et, détail intriguant, s'il arrive environ à 15 cm de haut, vous pouvez l'utiliser comme couvre-sol. Alors, ça vous
diminue l'entretien à faire, par exemple, sur votre gazon, parce que c'est peu d'entretien, ça pousse tout seul, ça se répand, un thym rampant, donc ça rampe et c'est résistant. Alors, ça fait des belles petites fleurs mauves aussi. Donc, c'est une idée, si vous voulez vous épargner des tâches au jardin, vous pouvez utiliser le thym comme couvre-sol. Et c'est ce qui constitue la présentation pour l'instant. On va partir en pause et au retour, on va voir la spirale des fines herbes. Nous voilà maintenant rendus à parler des spirales de fines herbes. C'est une technique de culture fort intéressante. Ça vient de la permaculture. Donc, on se rappelle, il y a quelques semaines, on a eu une invitée, Christelle Fournier, qui nous a parlé de la permaculture. C'est son domaine de travail. Et puis, on a appris ensemble que la permaculture, c'est utiliser la nature. Quand on parle du potager, c'est d'utiliser les forces des plantes ensemble pour créer un système qui se soutient, qui est durable. Donc, on va penser à du compagnonnage, par exemple. Pour le cas de la spirale des fines herbes, la façon que les fines herbes sont installées dans la spirale, les espaces, les places où on va mettre tel type de fines herbes, c'est ça qui est important, puis c'est ça qui utilise les concepts de permaculture. Par exemple, on est conscient qu'il y a certaines plantes qui aiment les terres plus secs, qui aiment beaucoup le soleil. Eh bien, c'est ça qu'on va mettre au haut de la spirale. Donc, on va mettre, par exemple, des capucines, de l'origan, du romarin qu'on a vu aujourd'hui, qui aime quand même là, le terreau sec. Hein? Il ne veut pas avoir les racines trempées. Alors, on va le mettre au-dessus de la spirale. On voit peut-être mieux sur l'autre image parce que là, on le voit d'en haut. Mais si vous regardez sur l'image qui est plutôt à côté, on voit que c'est vraiment fait en hauteur. Alors, ça monte. Donc, pour ce qui est vraiment en haut, on va mettre des choses qui aiment ça être au sec parce que l'eau, naturellement, va descendre vers le bas. Et donc, ce sont des plants qui aiment l'humidité, qui vont être heureux au bas de la spirale. Alors, au milieu, on peut mettre du basilic, de la coriandre qu'on a vu aujourd'hui, de la ciboulette, de la sauge et même un fraisier, un petit plant de fraise. Puis, on peut aussi mettre de la calendule, qui est une fleur médicinale. Donc, ça, c'est plus au milieu qu'on va la mettre. Et tout en bas, on va en profiter pour la mélisse, la menthe, le persil, qui vont être beaucoup plus heureux en bas. Donc, on peut aussi penser à quel type d'ensoleillement on a sur notre cour quand on fait une tour une spirale de basilic comme ça. On pense, où est-ce que le soleil passe? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de soleil sur un côté que c'est plus quelle plante? On veut vraiment penser à ce système-là. On utilise tous les éléments de la nature à notre avantage et à l'avantage de nos plantes. Donc, on voit que c'est quand même intéressant comme processus de création. Les gens ils ont commencé par installer un carton qui va servir à étouffer les mauvaises herbes, par exemple, qui pourraient commencer à sortir. Puis ensuite, on y va avec des briques. Donc, certains le font avec des pierres, certains le font avec des briques. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis, je croise les doigts très fort qu'on en fasse un plus tard à l'ado. Ce qui serait vraiment plaisant, une fois que la pandémie va être terminée, on pourrait tous ensemble travailler dehors puis en faire une. En tout cas, je croise les doigts très fort. C'est ce qui conclut pour la spirale de fines herbes. Et par la suite, des petites idées pour les fines herbes à la maison. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'intérieur ou à l'extérieur sur un petit espace en utilisant le vertical. Alors, on voit ici que les gens utilisaient des pots maçons qui se vissent sur une planche de bois. Donc, il y a différents outils et matériaux en quincaillerie pour créer des mise en place comme ça. Là. Alors, c'est un cercle de métal, puis il y a une partie qui est déjà jointe dessus avec une vis, donc c'est très facile à installer sur un mur, par exemple, ou sur une planche de bois. Alors, vu qu'on sait que beaucoup de fines herbes n'ont pas besoin de très creux de terre, c'est une bonne idée de le faire en petits pots comme cela.
Et c'est ce qui conclut donc notre 11e rencontre pour le jardin, le club virtuel de jardinage français LSQ. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne journée.